Fondossi est un jeune entrepreneur monumentaliste et fabricant de monuments qui a vu le jour dans les années 96 dans une campagne ouest camerounaise et qui, de par ses projets, défend généralement les causes du panafricanisme. Je dois dire que tout commence dans les années 2014, lorsque j'obtiens mon baccalauréat dans la capitale politique du Cameroun, c'est-à-dire à Yaoundé. Étant passionné par les rêves de Clément Olivier Kakou, étant passionné par les rêves de Pierre Goudiaby Atepa. C'est ainsi que je décide ou j'opte pour l'architecture. Et c'est en octobre 2015 que j'arrive au Togo et j'intègre finalement l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme où je fais dans la filière architecture. Et 3 ans après, j'opte pour ma licence. Il faut dire que les contraintes financières devenaient tellement lourdes que j'ai décidé de me lancer après ma licence et je découvre ce talent à moi lorsque j'initie pour la toute première fois le projet du mémorial Kofi Atta à Nantes. Il faut dire que c'est ce projet qui m'a ouvert la voie, c'est ce projet qui m'a ouvert vers les yeux, c'est où j'ai su que je pouvais faire des œuvres, des monuments forts. Je commencerai tout d'abord par dire comme ce grand Africain du nom de Baba Kandiaye, qui fut d'ailleurs président de la Banque africaine de développement de 1985 à 1995, qui disait le Sénégal c'est mon village et l'Afrique mon pays. Moi je dirais plutôt le Cameroun c'est mon village et l'Afrique mon pays. Partout où je suis passé en Afrique, je me suis senti généralement à l'aise. Et étant un homme de culture, il a été assez évident, il a été assez trivial d'intégrer ou d'embrasser aussi facilement les cultures togolaises. Et c'est ce qui explique mon intégration facile, mon intégration fluide au Togo en fait. m'a marqué au Togo, c'est l'hospitalité de ce peuple. Un peuple accueillant, un peuple hospitalier, un peuple ouvert. Il faut dire que ce sont des traits principaux qui m'ont fasciné chez ce grand peuple d'Afrique. En fait l'architecture à la base, je choisis où je suis plus penché vers les monuments parce que étant passionné par l'histoire depuis mon bas âge, donc j'étais un passionné de l'histoire depuis mon bas âge. Et dès que j'ai fait mes premiers pas à l'école d'architecture, j'essaye donc de créer cette corrélation, j'essaye de créer ce lien entre histoire et l'architecture. Et lors de mes profondes recherches, lors de mes profondes analyses, je me suis rendu compte que des œuvres, généralement des œuvres qui peuvent exprimer la mémoire, des œuvres qui sont généralement chargées d'histoire, sont pour la plupart des monuments. Et c'est pourquoi aujourd'hui je fais plus des monuments. Vous avez des gens qui le font également? Vous en connaissez? Oui, je connais également des gens qui le font. Et j'ai par exemple, je connais ce grand architecte sénégalais du nom de Pierre Goudiaby Atepa, qui est un homme qui m'a beaucoup inspiré par ses œuvres majeures, à savoir par exemple le monument de la Renaissance africaine, la porte du troisième millénaire, la place du souvenir africain. Ces œuvres fortes, ces œuvres qui font la fierté de l'Afrique, m'ont
qu'inspiré et je ne saurais m'en détacher sans citer son œuvre célèbre qui se trouve dans la capitale togolaise, le siège de la CCDAO, qui est une œuvre pure qui exprime ou qui parle des cultures fortes d'Afrique, des cultures dans son sens pur. Ici, on suit généralement deux principales phases. Il y a d'abord la phase de conception. La phase de conception qui se fait ici généralement sur papier, quoi. Et c'est lors de cette phase qu'on recherche généralement le concept. C'est la phase d'idée qu'on essaye de changer l'œuvre d'histoire. Ça peut être un événement, ça peut être l'effigie d'une personne. C'est la phase propre de recherche de concept. Et donc la seconde phase qui suit, c'est la phase technique qui est ici généralement une phase de terrain, quoi. Et là, c'est où on use généralement des techniques propres, ou en fait des techniques de la maçonnerie, donc en fait des techniques de terrain, quoi. Donc en fait c'est ça qui permet généralement une mise en œuvre finie. Donc ce sont ces deux principales phases qui permettent à aboutir à une œuvre monumentale digne de ce nom. Je pense ici là que le monument entre ici là dans l'architecture, parce que il y en a beaucoup d'œuvres architecturales ici là qui sont ici là considérées comme des monuments, quoi. Donc c'est ce rapprochement net qui existe entre monument et architecture. Et je citerai ici là par exemple l'œuvre de Pierre Goudiaby, à savoir le siège de la CCDAO qui se trouve au centre-ville de Lomé, qui est ici là, selon moi, est un monument. Et oui, c'est un monument et c'est l'une des œuvres les plus expressives, les plus fortes de la capitale togolaise. Donc, c'est ce lien fort, selon moi, qui existe entre un monument et l'architecture. Donc, une œuvre architecturale peut encore être un monument. Le champ d'action, c'est assez large, parce qu'ici, là, on trouvera par exemple des monuments en bronze, et c'est où, par exemple, je citerai ici là, le monument de la Renaissance africaine, qui se trouve à Dakar, au Sénégal, qui est l'œuvre du célèbre Pierre Goudiaby, qui est l'un des monuments les plus marquants d'Afrique. Ici, là, c'est fait en bronze. On peut trouver ici là, des monuments en marbre. On peut trouver ici là, des monuments faits en béton. Et c'est par exemple l'exemple du monument de l'indépendance qui se trouve au centre-ville, au quartier administratif de Lomé. On peut trouver des monuments en métaux. Je citerai par exemple ici là, la tour Eiffel qui se trouve à Paris, une œuvre du célèbre ingénieur Gustave Eiffel, qui est entre autres l'une des œuvres les plus marquantes de l'architecture métallique. Et comment dire, on peut trouver également des monuments en argile, faits en argile. Donc je pense que le champ c'est assez large, et le choix du matériau ici dépend purement du concepteur en fait. Je travaille généralement avec une petite équipe, et ici là, la majorité de nos œuvres, la majorité ici là des œuvres que nous créons ici là expriment pour la plupart ici là commémorent nos cultures, commémorent l'histoire forte de nos peuples. Ils peuvent être également à l'effigie des personnes qui ont marqué nos sociétés. Donc ici là, à chaque œuvre, on essaie ici là
de changer l'œuvre d'un, je sais pas trop, un événement marquant, d'une histoire ou en fait d'une personne qui a marqué notre société. Et ici, généralement, nous, en fait, c'est donc après nous, en fait, conception par soumission, soit par soumission de ces œuvres, soit par la recherche des partenaires, quoi. Donc, en fait, c'est ce qui aboutit ici, là, à la réalisation de nos monuments. Car c'est à base des partenaires qu'on recherche, c'est à partir de nos soumissions qu'on réussit généralement à obtenir des financements qui aboutissent généralement ou qui permettent des fins de succès à nos œuvres. Nous sommes en perpétuelle conception et généralement le processus de réalisation des monuments, ce sont des processus qui sont très longs, ce sont des processus très longs. Donc je pense qu'ici nous gardons le suspense, quoi. Et là ce ne serait que en fait surprise, car lorsqu'ils verront le jour, vous en fait vous constaterez tout ça. Donc nous en fait préférons ici à garder juste le suspense en fait. Il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure ici là, ça peut être des pouvoirs publics, quoi, qui en fait décident c'est pas trop d'immortaliser. Ça peut être une personne, ça peut être un événement, et ils approchent ici là un fabricant de monuments ou un monumentaliste, et en fait c'est lui ici là qui fait la proposition, quoi. Et le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure selon lequel le fabricant de monuments ou le monumentaliste ici là initie ici le projet et il approche des personnalités publiques, donc il procède par une soumission, quoi. Et dès lors que les personnalités publiques sont intéressées, ils décident donc de pousser le projet et de soutenir le projet. Donc c'est ce qui peut, dans un cas de figure, aboutir à un succès. Donc c'est en fait généralement ces deux cas de figure qui aboutissent à la création des œuvres de monuments. Je pense qu'un artiste peut faire, un peu faire ce qu'un monumentaliste fait, mais un monumentaliste ne peut pas faire ce qu'un artiste fait. Puisqu'un monumentaliste ici est plus comme un historien, il est plus comme un homme de culture. C'est il est à moitié artiste, donc moi je ne pense pas, donc je dirais qu'un monumentaliste ici n'est pas un artiste. Bon, c'est pour dire qu'un monumentaliste est le concepteur. Voilà. Et l'artiste met en pratique ou bien met en place le monument, c'est ça? Bon, voilà. Ici, l'artiste ici peut venir ici, ajouter par exemple une touche esthétique, quoi. Une touche du beau. Donc, le monumentaliste ici, c'est en fait celui qui charge généralement l'œuvre d'histoire. Donc en fait c'est celui ici là qui a ce pouvoir de connaissance, qui est riche en culture, qui est riche en connaissance, qui ici là charge l'œuvre d'histoire et en fait tout, quoi. Et ici l'artiste ici c'est en fait généralement celui qui est chargé de rendre l'œuvre plus en fait esthétique, plus séduisante. Donc ici l'artiste apporte à l'œuvre une touche artistique. Déjà ici je dirais que ça dépend. Il y a deux cas de figure. Le premier cas
le premier cas de figure ici, là, ça peut être des pouvoirs publics quoi, qui en fait décident d'immortaliser. Ça peut être une personne, ça peut être un événement. Et ils approchent ici là, un fabricant de monuments ou un monumentaliste. Et en fait, c'est lui ici là, qui fait la proposition. Quoi. Et le deuxième cas de figure, c'est le cas de figure selon lequel le fabricant de monuments ou le monumentaliste ici là, initie ici le projet et une approche des personnalités publiques. Donc, il procède par une soumission. Quoi. Et dès lors que les personnalités publiques sont intéressées, ils décident donc de pousser le projet et de soutenir le projet. Donc, c'est ce qui peut, dans un cas de figure, aboutir à un succès. Donc, c'est en fait généralement ces deux cas de figure qui aboutissent à la création des œuvres de monuments. Est-ce qu'on peut dire que